Bien, salut à tous. On est tout simplement donc là dans un champ d'orge. Et la particularité de ce champ, c'est celui qui avait brûlé l'été dernier, il y a 10 mois. Là, on est donc au mois d'avril 2019 et au mois de juin 2018. Cette partie de champ ici, à peu près 5 hectares, voilà, à peu près à gauche du bois, jusqu'à ici, à une centaine de mètres sur ma droite. Voilà, il y avait un beau rectangle de champ en feu. La parcelle fait pas loin d'une vingtaine d'hectares, mais que seulement 5 hectares avec donc brûlé. Et là, il y a à nouveau une orge, car après l'orge qui avait brûlé et puis l'autre partie de champ qui était saine, j'ai essayé durant l'été dernier du mois d'août 2018 d'y implanter un colza. Cependant, celui-ci n'a pas réussi à germer, il n'y avait pas de pluie, pas de précipitation. J'ai réussi que la moitié des semis de colza. Cette année en France, c'est très difficile pour l'agriculture française, donc d'avoir du colza. Les surfaces sont assez limitées cette année. N'ayant pas réussi le colza, j'ai donc choisi d'y implanter à nouveau une orge. C'est pas top car les maladies qui auraient pu être présentes dans l'orge précédente l'année dernière peuvent s'y installer et puis du coup se transmettre plus facilement à cette nouvelle orge. Voilà, on installe des pathogènes et ça c'est pas très bon. Cependant la culture, là je viens la visiter, elle est en bon état. Les feuilles du bas, bon, qui sont un petit peu tachées de maladie, mais ça c'est pas très grave, c'est les feuilles du bas. Ce qui m'importe, c'est les feuilles. C'est les feuilles du haut. Première feuille, deuxième feuille. Toutes ces feuilles-là donc sont saines. Et la dernière feuille en haut et ici est bien saine. Et là, on a déjà l'épi qui cherche à sortir. Nous avons les barbes. Et l'épi se situe à peu près ici entre mes deux doigts. Donc là, ce que j'ai fait comme dernière action, c'est de protéger les feuilles avec un fongicide pour qu'elles restent saines. Car ici, si je ne fais rien, eh bien la maladie, elle monte. Là voilà, la troisième feuille, elle commence déjà à être tachée. Si je veux pas que dès qu'il y a une pluie, les champignons se transmettent aux feuilles du haut. Et le potentiel de rendement, il est dans la capacité à garder ces feuilles saines. Si elles se mettent à être malades, on peut être sûr que bien, le potentiel des graines de rendement sera affecté. Bon, là on est dans des terrains très caillouteux, hein. Donc j'ai espoir ici d'avoir un rendement à peu près de 5,5 tonnes, 55 quintaux. Pas mal d'entre vous m'ont demandé mais où en est la parcelle qui a brûlé. Bon, sur le moment, ça a juste un impact voilà, de détruire les pailles. Mais si vous voulez, pour la suite des cultures et pour cette culture maintenant, c'est assez peu d'impact. Peut-être qu'elle est un petit peu plus verdoyante que le reste du champ, cette partie du champ qui avait brûlé a peut-être laissé des minéraux directement assimilables. Les cendres sont des minéraux, donc peut-être ça les a rendus accessibles très vite à la plante. Après, ça va avoir l'énorme désavantage d'avoir détruit toute cette matière organique qui est importante ici dans ces sols à faible potentiel, à faible structure. Ça ne se tient pas, ça bat facilement à la pluie, c'est-à-dire que ça va créer une croûte de battance, quelque chose de dur à la surface du sol. Donc c'est un sol qui ne respire pas beaucoup de pierres. Donc la matière organique, elle est partie. Ça va avoir aussi détruit tous les petits insectes, tout ce qui pouvait être présent à la surface du sol à ce moment-là. Donc c'est pas top. Bon, par contre, ça peut avoir détruit, comme je vous disais tout à l'heure, des maladies, des champignons. Et là, ce que je vois qui est pas cool, c'est qu'il y a un vulpin. Ça, c'est une mauvaise herbe. Et ça va être très concurrentiel dans ce champ, dans les champs de céréales. Hop, on va les arracher. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, il faut savoir qu'un pied peut produire à lui seul à peu près 5000 graines. Donc voilà des nouvelles du champ qui a pu brûler. Donc vous voyez que dès le lendemain du feu et quand il était contenu, tout va bien. Il peut continuer à produire de manière normale. On va continuer dans l'ensemble des cultures de la ferme. Là, je vous emmène dans le blé. Du pain partout. Bien, malgré tout ici le blé il est en très bonne santé.
Le feuillage est très peu marqué. D'autres années, il peut y avoir un peu plus de soucis de maladie du feuillage. La particularité de cette année, et depuis le semis, c'est qu'il a faiblement plu, donc peu d'humidité au sol. Du coup, peu de potentiel maladie qui ont pu se transmettre au feuillage. Donc on a quelque chose, et un blé plutôt sain, donc ça très bien. Et lui aussi, comme l'orge, il déploie sa dernière feuille. Voilà. Elle est en super bonne santé. Là bientôt, des pluies sont annoncées, là le temps se couvre, la semaine est annoncée pluvieuse. Je viendrai donc protéger la dernière feuille, là aussi comme pour l'orge, avec un fongicide pour vraiment préserver son potentiel. D'autant plus c'est un champ ici où des rouilles se sont développées il n'y a pas très longtemps. Des rouilles, c'est quelque chose de vraiment fulgurant dans la capacité à détruire une culture. Bon là ça doit être un petit peu de septoriose je pense qui est monté dans les feuilles du haut. Donc les rouilles c'est là aussi quelque chose de fulgurant et puis d'assez dévastateur, donc il faut quand même que je protège. Là ici on a un pied qui est marqué un peu de manière particulière. Là l'extrémité des feuilles est jaunie. On peut avoir parfois des couleurs plus vives comme le violacé. Mais ici ça va être quoi? Ça va être un pied qui a été sûrement piqué par un insecte durant l'automne et qui a transmis un virus. Donc c'est un pied avec une virose. Donc ça aussi c'est quelque chose qui altère pas mal le potentiel. Et le blé est d'autant plus sensible maintenant, même l'orge, à cette transmission de virose, que l'emploi des néonicotinoïdes sur la semence n'est plus autorisé. Donc ça expose bien entendu la culture à ce type d'attaque. Ici pour ces blés, donc j'attends pas mal après la pluie. Ils vont être très demandeurs en précipitation. Ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines qu'il n'a pas plu suffisamment. Mais bon, j'ai toujours espoir et je maintiens un objectif à peu près dans cette aire d'environ 7 tonnes, 7 tonnes et demie, parfois en bonne année 8 tonnes. On change de culture. Vous la reconnaissez peut-être, c'est la févrole. Pour elle, j'ai semé à peu près 23 graines au mètre carré, à peu près tout à lever, donc ça c'est une réussite. Aujourd'hui, là aussi, elle manque un petit peu d'eau. Le manque d'eau, ça a aussi pour intérêt de ne pas apporter des maladies sur son feuillage. Elle est relativement saine. C'est vrai que ça c'est une culture qui est assez vite malade. Mais là cette année, et la différence des autres années, eh c'est que je n'ai pas employé de fongicide pour le moment. Ce n'est pas nécessaire car il n'y a pas d'explosion de maladie. Donc je m'interdis là de le faire, ce n'est pas utile. Si le temps devient pluvieux et s'installe, eh bien je devrais réfléchir à intervenir, mais pour le moment c'est pas la peine du tout. Elle est en pleine floraison, donc là les premières fleurs démarrent un petit peu au bas de la plante, et à mesure qu'elle va grandir, d'autres boutons floraux ici se dégagent, puis elle va arriver à peu près à cette hauteur et puis continuer à faire des fleurs sur plusieurs étages comme ça, j'espère un maximum. Mais bon, à un moment donné il faut qu'elle s'arrête, il ne faut pas qu'elle soit trop haute. Il y a aussi cette plante, plus elle grandit, il ne faut pas qu'elle grandisse de trop, plus elle peut être sujette à l'averse, à tomber. Puis là on a tout gagné. J'ai failli marcher sur un lièvre. Bon, là dans le colza il y a pas mal d'insectes. C'est des grosses mouches bizarres, avec des grandes pattes, je sais pas ce que c'est. Barque. Quelques papillons, j'ai pas encore vu de coccinelle. Voilà, sur le colza, rien de particulier.
Vous voyez qu'il est en floraison, il approche de la fin, il est en fin de floraison. Généralement c'est beaucoup plus jaune que ça en pleine floraison. Donc là, si vous voulez, je n'ai plus d'intervention à effectuer. La dernière opération que j'ai fait, une abeille. Tant qu'il y aura des fleurs, tous ces insectes vont continuer à polliniser la culture et puis à se nourrir en pollen et nectar. Donc là, le colza, une fois qu'il a fini ses fleurs, il crée tout de suite les siliques à l'emplacement de chaque fleur. Et ici à l'intérieur, il y aura donc toute une série de graines ici allongées, un petit peu comme dans une gousse de haricot. Elles vont donc être stockées tout là-dedans, les graines. Ici dans ce champ-là, c'est celui qui était attaqué par des lapins au milieu des bois. Donc là, vous voyez au survol, la zone c'est bien garni. Il manquait des pieds, il y avait peut-être qu'une dizaine de pieds au mètre carré. Ils sont toujours présents, j'en avais semé plus d'une cinquantaine de graines. Donc il y a eu pas mal de pertes, mais malgré tout le colza a compensé. Et puis la pose de la clôture a réussi à faire quelque chose d'aujourd'hui propre. Et puis sans véritablement de gros trous. Donc là, la dernière intervention que j'ai fait sur le colza, c'est un traitement fongicide contre la maladie du sclérotinia. Le sclérotinia, c'est un champignon qui se stocke dans le sol d'année en année et qui se transmet sur le feuillage et puis aussi, je crois, sur les tiges, dès lors que les pétales tombent, les premières pétales tombent sur les feuilles comme ça. Et en présence d'humidité, ce moment-là de la vie du colza, ça le rend sensible au sclérotinia, donc je l'ai protégé. La luzerne se porte bien. Depuis ce printemps, elle est en pleine pousse. D'ici quelques jours, l'éleveur à qui je vends ce fourrage va venir la couper. Donc ce sera la première coupe. Et ensuite, je l'espère, il y en aura 2, 3, voire pourquoi pas 4 jusqu'à l'été. Donc il faut savoir, bon là, elle s'épaissit. Elle est malgré tout un petit peu claire, car je l'avais semée qui a 10 kg hectare en 2017, donc c'est un petit peu faible. L'idéal serait de la semer à 30 kg de graines par hectare. Bon, elle va rester comme ça assez clairsemée, mais bon, il y aura quand même un petit peu de fourrage. L'année dernière, on a réussi à faire produire à ce champ, à cette parcelle, environ 6-7 tonnes de matière sèche, donc j'ai toujours espoir qu'il y en ait un petit peu plus cette année. Sinon, rien de particulier, si ce n'est qu'il y a quelques graminées qui poussent au milieu, comme ici un vulpin. Donc ça va pas gêner hein, dans le fourrage, les chèvres vont arriver à le manger, c'est pas non plus ça qui est recherché, c'est plutôt les protéines de la luzerne qui sont recherchées. Lorsque la coupe de luzerne sera faite, ça va couper ce vulpin, cette mauvaise herbe, et ça va l'empêcher de tomber en graines. Donc c'est un désavantage d'avoir mis cette luzerne, c'est comme ça d'épuré. Une fois qu'il sera coupé, ce vulpin sera donc détruit et ne va pas pouvoir s'égrener. C'est donc d'épurer le stock semencier de la parcelle qui posait problème. Beaucoup de vulpins, un petit peu de raies gras, mais surtout du vulpin. Ici, il y a bien une culture. J'ai fraîchement installé le tournesol. Il y a une douzaine de jours que je l'ai semé. Donc là, il commence tout juste à sortir de terre. Là, vous voyez qu'il y a encore la coque de la graine. Et puis, donc, dans la graine, il y a les cotylédons. Donc, les deux premières feuilles. C'est des fausses feuilles, hein, ce ne sont pas des vraies feuilles. Commencent à sortir. Voilà. Et vous voyez que celui-ci, bien, il est picoré. Il a été sectionné par un oiseau sûrement. Ici aussi. En fait, à tous les stades, le tournesol est sujet à être mangé. Dès le lendemain du semis, dès que j'ai mis la graine à 3-4 cm du sol, la graine peut déjà être mangée en son état. Un exemple ici, vous voyez donc il y a le rang. Là, il y a bien un tournesol. Et ici, vous voyez qu'il y a une petite dépression. C'est ici, normalement, l'emplacement de la graine qui était à côté. Mais elle a été donc déterrée par un volatile, pigeon ou corbeau. Quelquefois, comme ça,
Le pigeon a bien compris que c'était des rangs. Vous voyez comme ici. Une dépression, une deuxième, troisième. Ici. Et là je retrouve la graine mais sans rien à l'intérieur. Donc les volatiles sont venus et ont mangé l'amande de la graine. Aujourd'hui, là il sort de terre au stade côtier les longs, comme ça. Là aussi les volatiles aiment bien le manger tel quel. Il y a aussi les lapins et les lièvres qui donc en sont friands. Et lorsque le tournesol va commencer à s'allonger puis à former sa tête, sa future fleur, cette tête comme ça est assez prisée des chevreuils. Et ensuite à la fin de son cycle, lorsqu'il aura fait sa tête et puis qu'il aura passé floraison, ça va être aussi un bon perchoir pour là encore les pigeons qui reviendront se percher et puis picorer les graines qui seront disponibles et accessibles. C'est pour ça que pour essayer d'effrayer les volatiles, j'ai mis ces espèces de cerfs-volants qui simulent la présence d'un rapace, donc ça leur fait peur. C'est quelque chose d'une envergure d'un peu plus d'1 mètre qui fonctionne lorsqu'il y a du vent, bien sûr. Quand il n'y a pas de vent, ça leur fait rien du tout. Il y a aussi d'autres solutions, des canons à gaz qui font une détonation et qui font fuir les volatiles. Je compte à peu près un cerf-volant comme ça par tranche de 3-4 hectares de parcelle. J'ai aussi d'autres animaux qui viennent ici. Ce matin, j'ai surpris un renard dans le bas de la parcelle là-bas. Je ne sais pas trop ce qu'il cherchait parce que bon, c'est pas son régime alimentaire, je pense, le tournesol. C'est assez rare de les surprendre, c'est très peureux, ça sort la nuit. Puis dès que ça nous voit, ça décampe. Globalement, c'est très satisfaisant, l'état sanitaire de toutes les cultures est bon. Il n'y a plus qu'à attendre la pluie. Voilà, c'est le facteur limitant pour le moment. Pour moi, et je pense pour l'agriculture en général, la pluie n'est pas du tout un mauvais temps. Je la vois arriver d'un très bon œil. Il faut savoir qu'un mauvais temps, c'est surtout un temps ensoleillé comme humide qui dure. Voilà, je vous dis à mardi prochain, 7h30. Salut!